Nous allons maintenant discuter de la modélisation mathématique de ces files d'attente. Alors, premièrement, on va discuter de quelle distribution de probabilité nous allons utiliser pour modéliser ces événements-là. On le dit, c'est un modèle stochastique, donc ce n'est pas déterministe. Les événements arrivent à toutes les secondes, ou les 10 secondes, ou les heures, peu importe. C'est un modèle qui va être probabiliste. Il y a une certaine chance qu'un événement arrive à un certain moment, mais au final, notre distribution de probabilité est continue. Ce qu'on va utiliser, c'est un processus de Poisson et plus spécifiquement comme outil mathématique, une loi exponentielle. Donc c'est quelque chose qui est très commun dans la recherche et dans l'application de ça, d'utiliser une loi exponentielle décroissante pour caractériser l'arrivée de tels événements. Ça correspond assez bien à un système réel, finalement, dans le monde réel. Euh, L'idée avec cette loi exponentielle-là, c'est que les événements sont indépendants les uns des autres. À savoir, le fait que vous veniez de traiter une tâche ou de recevoir une tâche, pour être plus spécifique, n'implique pas que vous ayez plus ou moins de chances d'en recevoir une autre. Donc, les événements arrivent de manière indépendante. Encore une fois, voyez ça par exemple comme littéralement une file d'attente à l'épicerie. Ben, le fait que quelqu'un soit dans la file d'attente ne change pas vraiment la probabilité que quelqu'un d'autre arrive dans la file d'attente. Techniquement, certains pourraient dire oui, on peut aller plus loin et modéliser une dépendance entre ces événements-là. C'est pas impossible, mais ça complexifierait beaucoup le processus qui, vous allez le voir, est déjà assez complexe comme ça. Donc, dans notre cas, on va supposer que l'arrivée des requêtes est indépendante les uns des autres. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? C'est une densité de probabilité qui est une loi exponentielle décroissante. Je dis décroissante, pas que les gens pensent que c'est une loi exponentielle qui... simplement une fonction exponentielle qui n'intègre pas à 1. Donc, quand on parle de loi exponentielle en probabilité, c'est implicite qu'on dit loi exponentielle décroissante, à savoir que c'est une exponentielle qui décroît au fur et à mesure du temps. Et elle va être paramétrisée par un seul paramètre, qui est le paramètre lambda. On va voir qu'on va l'utiliser dans nos modélisations. Et évidemment, ça, ce n'est valable que pour x plus grand que 0, à savoir on ne peut pas recevoir quelque chose dans le passé, donc on le reçoit maintenant ou dans le futur. Donc, cette loi-là n'est valable que pour x plus grand ou égal à 0. La loi de répartition, c'est pour dire quelles sont les chances de recevoir un événement avant un certain temps. Encore une fois, ça c'est de la statistique très classique. Je vous invite à revoir vos notes de cours sur la probabilité pour l'ingénieur si vous avez des questions là-dessus, mais on n'invente rien dans le cours. La même chose pour l'espérance, qui est un peu la moyenne. Quelle est la durée de temps où est-ce qu'on a le plus de probabilité d'avoir reçu quelque chose? Donc, c'est l'espérance. Et la variance de cette loi-là, encore une fois, c'est très classique en termes de probabilité. Si on les trace, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction de notre paramètre lambda, on va avoir des distributions où est-ce qu'on a beaucoup de chances de recevoir quelque chose dès le début, mais de moins en moins lorsqu'on avance dans le temps, versus des distributions où est-ce que c'est plus uniforme. C'est jamais parfaitement uniforme, mais c'est plus uniforme. On a quand même beaucoup de chances d'en recevoir plus tard dans le futur. Donc, avec un seul paramètre, on peut quand même bien déterminer, définir et modéliser ces processus-là. À quoi va ressembler notre modèle maintenant? Ben, ça va être un modèle qui est quand même très simple parce qu'on veut le modéliser mathématiquement et on ne veut pas commencer à passer des heures là-dessus. Donc, on a une fonction de probabilité qui modélise l'arrivée de requêtes. Ces requêtes-là s'en vont dans les files d'attente qui ont une certaine longueur ou une longueur infinie. On va le voir, on peut supposer qu'on n'a pas de limite à notre file d'attente. Et c'est traité par un serveur, lui aussi avec un modèle stochastique. Donc, il y a cette fonction-là, B de T, c'est simplement le serveur a une certaine capacité de traitement et il va traiter les requêtes à cette vitesse-là en moyenne. Donc, voilà, on a des modèles stochastiques pour l'arrivée et pour le service. Lorsqu'on parle de service, c'est le traitement, finalement, des données. Et on a certains paramètres structurels. Quelle est la longueur de notre file d'attente? Aussi, combien de ces serveurs-là on a? Juste en passant, ici, on parle de serveur parce que c'est la nomenclature dans la littérature. Mais, encore une fois, on parle n'importe quoi qui traite peut être considéré comme un serveur. Donc, même si on dit, oui, mais mon Raspberry Pi Pico, c'est pas un serveur, ça n'a pas d'importance. Ici, on parle de serveur comme une unité de traitement qui sert des requêtes simplement là-dessus. Ça ne va pas être un serveur web ou quelque chose comme ça. Et donc, on a aussi certaines politiques opérationnelles. On ne va pas aller beaucoup là-dedans parce qu'encore une fois, dans le cas des systèmes embarqués, ça nous concerne moins. Mais on pourrait dire, par exemple, on peut avoir une espèce de choix qui décide d'accepter ou non une requête. Et donc, il va changer la distribution d'arrivée. Un traitement préférentiel selon la source de la requête, ainsi de suite. Là-dessus, on n'ira pas plus loin. Je vous mentionne simplement que dans la théorie des files d'attente, ce genre de politique opérationnelle-là existe aussi.
Donc, comment est-ce qu'on va modéliser ça? Ben, déjà, on va dire les événements d'arrivée, donc le fait qu'une requête se produise, c'est une séquence stochastique, Y, 1, 2, bon, jusqu'à où on veut, ou est-ce que YK est le temps entre l'arrivée et l'arrivée précédente. Donc, j'ai reçu une requête, par exemple, à t égale 0 millisecondes, et ma prochaine requête est à t égale 150 millisecondes, ben, Y1 va être 150. Après ça, si je reçois une autre requête à t égale 450 millisecondes, ben Y2 est 450 moins 300, 150 millisecondes. Pour simplifier, on suppose qu'on commence simplement à 0. Ça n'a pas vraiment d'importance. On peut commencer à 800 milliards si on veut, mais l'idée est de toute façon que ces événements-là, c'est la durée entre deux événements et non pas la valeur absolue qui est importante. Par ailleurs, je le mentionne aussi tout de suite, lorsqu'on parle de temps ou de choses comme ça, l'unité n'a pas vraiment d'importance tant qu'on reste cohérent. Là, ici, j'ai donné un exemple en millisecondes. On aurait pu prendre le même exemple en secondes en disant, bon, après 0.1 seconde, quelque chose arrive. On peut la prendre en années si on veut. On peut la prendre en nanosecondes. Ça n'a aucune importance tant que nos unités restent cohérentes. Autrement dit, si on utilise des millisecondes, on utilise des millisecondes partout. Sachez, dans les exemples, on va utiliser, selon le cas, souvent des secondes, mais potentiellement autre chose. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a pas d'unité particulière de temps là-dessus. Et une chose qu'on suppose, comme on le dit, donc, c'est que les événements de la séquence sont indépendants et identiquement distribués, qui est une propriété importante en statistique. Indépendant parce que l'arrivée de YK ne dépend pas de YK-1. Ce processus-là n'a pas de mémoire. Qu'on ait reçu un peu comme un pile ou face. Si vous tirez 1000 fois pile, vous n'avez pas plus de chances d'obtenir face pour la 1001e fois. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. Si vous recevez 18 requêtes en 1 seconde, ça ne vous indique rien sur le temps d'arrivée de la prochaine requête. Et identiquement distribués, donc, on suppose qu'ils suivent tous la même règle, dans ce cas-là, une loi exponentielle. Encore une fois, si on avait plusieurs sources, on pourrait dire, ah, on peut modéliser ça de manière plus fine. Oui, ça serait plus compliqué. On va pas le faire. Donc, cette loi de probabilité, encore une fois, c'est une loi assez simple, parce qu'on va devoir définir à quoi elle ressemble. Dans notre cas ici, comme c'est une loi exponentielle, ben, on va simplement avoir l'espérance de cette loi de probabilité-là, ou lambda, pardon, est le taux moyen d'arrivée des événements. Donc, ce qui est pratique, c'est que ce lambda-là, si on repense là à la façon dont notre loi exponentielle est définie, il y a un seul paramètre qui est lambda. Et là, on peut dire, oui, mais ça représente quoi? Ben, c'est très concret, ce que ça représente. Ça représente le taux d'arrivée moyen des événements. Par exemple, si je m'attends à recevoir une requête toutes les 100 millisecondes, je peux dire que mon lambda, si je décide de le faire de mesurer le temps en secondes, je peux dire que mon lambda est de 10, parce que je vais recevoir en moyenne 10 événements par seconde. Encore une fois, l'unité de temps n'a pas d'importance, j'ai pris la seconde pour simplifier, mais l'idée que vous voyez que lambda a déjà une signification immédiate qui est le taux moyen de cette d'arrivée des événements. Même chose, le processus de service, à savoir lorsqu'on va traiter les données, c'est une autre séquence stochastique. On ne suppose pas qu'on va traiter toutes les requêtes à la même vitesse, parce qu'il peut y avoir des requêtes qui sont plus grosses, plus petites. On va se donner une distribution de probabilité pour ça. On fait exactement la même chose avec le temps requis pour traiter l'événement que le temps de son arrivée. Donc, c'est au lieu d'être Y, c'est Z, mais c'est encore la même chose. Si ce n'est que dans ce cas-là, ZK ne dépend pas du précédent, mais c'est le temps requis pour traiter l'événement K en particulier. On suppose que le temps de service est aussi indépendant et identiquement distribué. C'est pas parce que vous avez reçu des requêtes très longues à traiter que la prochaine va être très longue aussi. On n'a pas de mémoire à ce niveau-là pour simplifier la modélisation. On a encore une fois une loi de probabilité, B de t, qui décrit ça, et qui va aussi utiliser une distribution exponentielle pour éviter la confusion d'avoir plusieurs lambda. Dans ce cas-là, le paramètre de la loi d'exponentielle, on va l'appeler mu ici, et mu va être le taux moyen de service des événements. Donc, en moyenne, combien de requêtes vous pouvez traiter par unité de temps. Par exemple, si ça vous prend une demi-seconde en moyenne pour traiter une requête, bien vous allez avoir un mu de 2, à savoir qu'en moyenne, vous traitez 2 requêtes par seconde. Ça reste des moyennes, mais l'idée, c'est que si on faisait ça pendant des heures, on compterait effectivement 2 requêtes par seconde à ce niveau-là. Et il y a d'autres paramètres structurels, donc qui sont indépendants de ces modélisations de loi exponentielle-là, qui sont typiques pour un modèle de file d'attente. Un des premiers, c'est la capacité de stockage de file d'attente, donc on va l'appeler K dans ce cas-ci. C'est le nombre d'événements qui peuvent être mis en attente dans la file simultanément.
Dans le cas de génie industriel, c'est vraiment littéralement parce qu'on a un tapis roulant où est-ce qu'il y a une limite à la quantité de cossins qui peuvent rentrer sur le tapis roulant. Dans notre cas, c'est plus la mémoire qui va nous limiter. Donc, pour dire, par exemple, stocker, et là j'invente un exemple, stocker une requête requiert 1 mégaoctet, par exemple, parce que c'est des grosses requêtes, et j'ai une mémoire disponible pour ça de 64 mégaoctets, ben je peux en rentrer donc 64, donc K va égaler 64 dans ce cas-ci. Parfois, on peut avoir une capacité de stockage infinie, au sens où, à toute fin pratique, on suppose qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Ça ne sert à rien de se modéliser quelque chose en disant « je pourrais en stocker 1 milliard 802 millions ». Rendu là, autant dire que c'est infini pour simplifier les choses. Même chose ici, nombre de serveurs. Je vous rappelle que serveur, c'est pas à la définition stricte de serveur, c'est unité de traitement. Combien on en a pour traiter nos requêtes? Donc, on reçoit une requête. Combien de serveurs on a pour traiter ça? Ben, ça va être la variable M, 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à un certain nombre. Encore une fois, quand je dis serveur, si on pensait par exemple à un cas dans une épicerie, c'est le nombre de caisses sur lesquelles vous pouvez aller. Donc, s'il y a 4 caisses ouvertes, vous auriez 4 serveurs dans ce cas-ci. Dans le cas de l'informatique, ça peut être souvent le nombre de cœurs, parce qu'on peut dire si on a un processus parallèle, on peut traiter tout ça en parallèle sur chaque cœur, si vraiment c'est complètement indépendant. Ou ça peut être littéralement, on a plusieurs systèmes en parallèle qui reçoivent des requêtes et qui se les distribuent entre eux. Donc, dans un modèle simple, on va commencer par ça pour simplifier les choses. On suppose qu'on a une capacité infinie de stocker les requêtes et qu'on a un seul serveur qui traite les requêtes. C'est pour simplifier. On va voir plus loin quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui arrive. Et donc, ceci est un petit schéma que j'ai fait pour un peu rappeler tous les concepts importants qu'on va utiliser dans le reste de la présentation. On a une séquence d'arrivée avec des requêtes qui suivent une certaine loi paramétrisée par lambda, qui est le taux moyen d'arrivée. Ça s'en va dans une file d'attente avec au plus K emplacements, mais K peut être infini. C'est traité par un certain nombre d'unités de traitement, au moins 1, on s'entend, mais ça peut être plus que 1. Et ça donne des sorties qui, elles, vont sortir à un taux de mu, donc en moyenne, mu requêtes par seconde vont pouvoir être traitées. Donc c'est à ça que ça ressemble la modélisation de notre système. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut calculer des choses avec ça. Donc, la modélisation de ces systèmes-là, la notation classique, la façon finalement de les noter, c'est la notation ABMK. Donc on a 4 c'est pas des variables, mais finalement 4 lettres qui vont nous indiquer, ou 4 chiffres dans ce cas-ci, qui vont nous indiquer comment est-ce qu'on modélise nos choses. Donc A, la distribution des arrivées, B, la distribution des services, M, on l'a vu, le nombre de serveurs, et K, la capacité de stockage. Et là, l'idée, c'est que A et B, on va les remplacer par certaines distributions de probabilité. Donc, par exemple, un exemple simple de file d'attente, c'est de dire, j'ai un seul, comme je l'ai dit, une seule unité de traitement et un nombre infini de places dans ma file d'attente. Pour simplifier la notation, parfois on nommait le cas, on veut simplement dire dans ce cas-là qu'il est infini, ou en tout cas que ça ne nous importe pas, il est assez grand pour qu'on n'ait pas à le considérer. Donc, ça va ressembler, par exemple, à AB1, simplement pour omettre ça si ça ne sert à rien. Et donc, il y a des notations pour indiquer ce que sont ces distributions-là, parce qu'encore une fois, A et B, ça nous dit juste que c'est une distribution du temps d'arrivée, mais on ne sait pas trop. J'indique ces choses-là, on ne va pas beaucoup les utiliser dans le cours, mais je les indique au cas où vous alliez voir m'amener la théorie derrière. C'est la notation qu'on utilise. G, c'est lorsqu'on ne connaît rien de plus que c'est une distribution aléatoire. Effectivement, on peut moins faire de choses avec ça. Ça peut être utile lorsqu'on dit, on va par exemple supposer que ça ne nous importe pas quelle est la distribution d'entrée. D va signifier que c'est déterministe, donc on a vraiment une arrivée à des temps fixes, on ne peut rien avoir entre ces moments-là, mais ce qui nous intéresse le plus, M, markovien, donc où est-ce qu'on a des arrivées et services qui suivent une loi exponentielle et qui sont sans mémoire. Donc c'est simplement, on est dans un état où est-ce qu'on a par exemple 5 tâches en attente en ce moment, on a une certaine probabilité d'aller vers 6 tâches en attente si on en reçoit une, ou 4 tâches en attente si on en traite une. Et il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de question, parce qu'on est à 5, on a plus de chances d'en recevoir plus. C'est uniquement régi par une loi exponentielle. Donc, quelques exemples qu'on peut avoir. Par exemple, un système MM1, on a des arrivées et des sorties qui suivent une loi exponentielle. Je vous l'ai dit, lambda qui représente le taux d'arrivée et mu qui représente le taux de traitement ou le taux de service, si on veut garder la même nomenclature. Évidemment, mu et lambda doivent être positifs. Ça n'aurait pas vraiment de sens de traiter moins 2 requêtes par seconde. Donc, et mathématiquement, ça ne marcherait pas non plus. Ces paramètres-là doivent évidemment être positifs. Un autre exemple ici, MM1
K, donc c'est de dire, cette fois, on a encore un seul serveur, une seule unité de traitement, mais on a maintenant un stockage fini, mais les distributions d'arrivée et de sortie suivent encore une loi exponentielle. D'autres exemples qu'on ne va pas vraiment voir ici, de dire, on sait que notre distribution d'entrée suit un système markovien, la distribution de sortie, on s'en soucie pas vraiment, et on a 2 serveurs pour traiter les requêtes. Et en passant sur la terminologie, ici, on parlait beaucoup de Poisson, loi exponentielle, markovien, ainsi de suite. On va pas aller dans le détail des maths là-dessus, mais pour faire simple, lorsqu'on dit que le processus d'arrivée suit une loi de Poisson, ou est Poisson, et que le temps d'interarrivée suit une loi exponentielle, en fait, on dit la même chose. Et markovien, la seule chose qu'on veut dire lorsqu'on dit markovien, c'est que, pardon, on n'a pas de mémoire sur notre processus. Donc, comme les événements sont servis une fois qu'ils sont arrivés seulement, ce qui est assez logique, on ne peut pas traiter une requête qu'on n'a pas encore reçue, ben, on peut dire encore plus simplement que le temps de service suit une loi exponentielle. Et donc, si on définit quelques variables aléatoires pour ça, on a déjà vu YK à quoi ça va ressembler ici. Donc, YK, c'est le temps d'arrivée de l'événement relativement à l'arrivée précédente. ZK, on en a parlé aussi, c'est le temps que ça nous prend pour traiter une requête. Et là, on va en ajouter quelques autres. Donc, A qui est vraiment le temps d'arrivée, donc là, cette fois, de manière absolue. D, le temps de départ, de manière absolue. W, le temps d'attente, donc c'est-à-dire on peut arriver, mais notre système n'est pas encore prêt à les traiter. Donc, W pour wait, on va attendre un certain temps avant d'être traité. S, qui est le temps système, donc c'est pour ça le S, qui est le temps de traitement. Pardon, excusez-moi, pas le temps de traitement, c'est le temps entre l'arrivée et le départ, à savoir le temps de moment où est-ce qu'on arrive, on est mis dans la file d'attente et on est traité. Donc, par exemple, quelle relation entre ces variables-là? Bien évidemment, le temps système, c'est le temps, la différence entre le temps de départ et le temps d'arrivée, donc le moment où est-ce que la requête est terminée et renvoyée, moins le moment où on l'a reçu. Encore une fois, ça, il faut faire attention, c'est facile de se tromper. Le temps de traitement, donc de service d'un événement, c'est le temps où est-ce que vraiment notre unité de traitement est en train de faire quelque chose avec. Donc ça, c'est ZK. Mais le temps système entre l'arrivée et le départ, c'est ce temps-là, plus le temps qu'on a attendu dans la file d'attente. Ça se peut que WK soit 0, s'il n'y a pas de file d'attente, et tout simplement, on a été traité immédiatement. Mais il faut faire attention, c'est facile de confondre le temps système et le temps de service, puisque souvent on va se dire, ben, si je suis capable de traiter 20 requêtes par seconde, forcément, mon temps système va être 1 divisé par 20 secondes tout simplement, mais non pas forcément, parce que si on a un temps d'attente, ben là, ce temps système-là, pour une tâche en particulier, peut être plus long. Ensuite, bon, encore une fois, le temps de départ, c'est finalement l'équivalent du temps d'arrivée plus le temps d'attente plus le temps, le temps de traitement, le temps de service. Et il y a quelques autres variables aléatoires qu'on va utiliser, à savoir x de t, la longueur de la file d'attente au temps t, qui est une valeur discrète, donc 0, 1, 2, etc. Et la charge au temps t, qu'est-ce qu'on veut dire par charge? Ben, c'est le temps nécessaire pour vider le système au temps t si aucun nouvel événement n'arrivait. Je devrais pas faire ces vidéos-là pendant l'hiver, j'ai toujours la grippe. Bref. Donc, c'est le temps nécessaire pour dire, j'ai un système dans un certain état, combien de temps, en supposant que je n'ai plus aucune requête, ça me prendrait pour traiter tout ce que j'ai dans le système à ce moment-là. Et donc, ben, la performance selon le temps d'attente, donc on va définir encore une fois plusieurs choses ici. Donc, on va se définir des probabilités. En général, ce qu'on veut, c'est les temps d'attente eux-mêmes, ben, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la probabilité que le temps d'attente soit plus petit qu'une certaine valeur. La valeur, en fait, est à décider selon vos besoins, mais en général, c'est ça qu'on veut. On ne pourra jamais avoir de garantie que ce temps d'attente-là sera toujours, même si on l'a laissé rouler pour le restant de la vie de l'univers, sera toujours en bas d'une certaine valeur, mais on peut obtenir une probabilité pour se dire, ben, la probabilité que ça soit en bas de ça est très très grande et donc ça nous suffit. En fait, ce qu'on va faire, donc justement, c'est qu'on va le calculer en régime permanent. À savoir, lorsque le système démarre, il n'a encore reçu aucune requête. En général, il va traiter les requêtes très vite. Ce qu'on se demande, c'est un peu comme en génie électrique lorsqu'on fait de l'analyse de circuit. Lorsque tout ça est parti, qu'on est en régime permanent, ça fait des heures qu'on s'exécute, quelle va être finalement cette probabilité-là?
Donc, autrement dit, de dire, au final, je m'en fiche que l'événement K en particulier soit traité en bas de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, en moyenne, quelle va être la probabilité pour qu'un événement soit traité en bas de ce temps-là. Et donc, ben, comme on l'a dit, on va calculer l'espérance de W, qui est finalement le temps d'attente moyen en régime permanent. Le temps système moyen, hein, on sait que le temps système, c'est le temps total que ça prend entre le moment où est-ce qu'on a une tâche qui arrive et une tâche qui ressort. Donc ça aussi, on va vouloir le calculer. C'est bien beau d'être en attente, mais souvent, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de temps ça va me prendre pour être traité, pour avoir un résultat. Et donc, on va aussi calculer, encore une fois, bon, ici, il y a une condition mathématique un peu particulière. Il faut que ces deux variables-là aient des distributions stationnaires à t à l'infini. Ça va être notre cas dans ce qu'on va faire. On va calculer pi de n, qui est la probabilité d'avoir une file de telle longueur. Donc, pi 0 veut simplement dire ben, qu'on a une file de longueur 0. On n'a rien dans notre file d'attente. Pi 4 veut dire qu'on a... Quelle est la probabilité qu'on ait 4 éléments dans notre file d'attente, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on va pouvoir calculer avec ça aussi, c'est l'espérance de x, à savoir la moyenne de la longueur de la file d'attente, toujours en régime permanent, justement parce que ce qui nous intéresse au final, c'est la performance de notre système en moyenne. Ah, et effectivement aussi, la charge moyenne en régime permanent, ça c'est quand même quelque chose d'important pour les systèmes embarqués ou les systèmes informatiques en général. On peut toujours surdimensionner notre système. Prendre quelque chose capable de traiter 1 milliard de requêtes par seconde alors que vous lui en envoyez 2. C'est certain qu'il va respecter vos contraintes, mais d'un point de vue d'ingénierie, c'est pas très intéressant d'avoir un système qui coûte probablement très cher par rapport à un autre système qui pourrait être beaucoup moins performant et quand même respecter les contraintes. Donc ça va pouvoir nous être utile pour modéliser. On dit par exemple, ben, ce qu'on voudrait, c'est avoir une charge moyenne de 50-60%. Quelle va être la capacité de traitement dont on a besoin pour avoir cette charge-là qui est raisonnable, qui n'est pas trop proche de la limite, mais qui n'est pas non plus ridicule, ou est-ce que là, on achète quelque chose de beaucoup trop cher pour lui. Et donc, ben, il y a plusieurs compromis à faire dans un système de file d'attente. Donc, on peut vouloir minimiser l'attente pour le traitement d'une requête, d'un événement. Je le répète souvent, mais c'est vraiment important qu'on garde ça en tête, c'est que l'attente 0 est impossible si on a une distribution aléatoire. Donc, dans un contexte stochastique, on sait qu'en moyenne, nos requêtes arrivent à cet intervalle-là, mais on peut avoir des requêtes qui arrivent très rapidement en succession. Et donc, la seule façon mathématique d'avoir toujours une attente de 0 serait d'avoir un nombre infini d'unités de traitement ou d'avoir une durée de traitement de 0. Ou est-ce que là, effectivement, on peut traiter immédiatement toute requête qui arrive. En pratique, ça n'arrive pas. Donc, ce qu'on veut faire, c'est minimiser l'attente, ou en tout cas minimiser la probabilité d'une attente pour qu'un événement soit traité. Comme je l'ai mentionné aussi, ben, en pratique, on veut aussi maximiser l'utilisation des serveurs. Par serveur, je répète, c'est unité de traitement. Imaginez-vous si vous êtes à l'épicerie et que l'épicier décide d'ouvrir 142 caisses en parallèle. Ça va être très efficace pour les clients, mais il va payer 142 salaires en parallèle aussi. C'est probablement pas quelque chose qu'on voudrait faire. La même chose pour les systèmes embarqués. On veut se dire à quel point est-ce qu'on est capable de maximiser l'utilisation de ce qu'on a et donc d'avoir potentiellement une file d'attente avec toujours quelques éléments, peut-être pas remplis au complet, mais quelques éléments qui nous permettent, dès qu'on a un serveur disponible, de lui donner tout de suite une nouvelle tâche. Et évidemment, ben, vous remarquerez que c'est en contradiction avec ce qu'on avait au point précédent. C'est normal, mais l'idée, c'est que la modélisation de file d'attente va nous permettre de choisir un peu quel objectif on veut maximiser ou minimiser. Et donc, bon, pour faire simple ici, on peut vouloir minimiser l'attente de traitement, minimiser le temps système, comme on l'a mentionné, minimiser la longueur moyenne de file d'attente, ne serait-ce parce que parfois on peut avoir des limites sur cette file d'attente-là. Et on peut aussi maximiser l'utilisation du système ou le débit du système, c'est-à-dire à quel point notre système est capable de traiter beaucoup de tâches à la fois. Et donc, juste un petit rappel, en régime permanent, les arrivées et les départs sont balancés, c'est-à-dire le régime permanent, c'est quelque chose à t égale infini. On peut avoir plus d'arrivées que de départs parce qu'à un moment donné, on va juste diverger dans notre distribution statistique. Donc, le débit est donc égal au taux d'arrivée forcément, puisque on ne peut traiter une tâche que si on en reçoit une. Donc, rendu là, le débit est égal au taux d'arrivée. Soit dit en passant, c'est une erreur que font souvent les étudiants lorsqu'ils calculent justement, par exemple, le débit ou l'utilisation du système. Ils vont se dire, ben, je reçois 2 requêtes par seconde. Parfait. Je traite donc 2 requêtes par seconde. Donc, mon système peut au maximum traiter 2 requêtes par seconde. C'est pas vrai. Dans ce cas-ci, il a traité seulement 2 requêtes par seconde parce qu'il n'en reçoit que 2. Mais peut-être qu'il peut en traiter plus.
Tout ce que vous pouvez dire, c'est que votre système peut traiter au moins 2 requêtes par seconde, mais c'est peut-être plus. Ce n'est pas la bonne façon de caractériser un système en pratique que vous avez dans les yeux, de dire simplement, ben, je vois que je reçois 2 requêtes et je produis 2 résultats, donc c'est ça la capacité de mon système. On va quand même ajouter certaines définitions ici qui vont nous aider, dont l'intensité, qu'on va caractériser par la lettre grecque ρ, qui est le taux moyen d'arrivée divisé par le taux moyen de service. En pratique, si le taux moyen d'arrivée, encore une fois, est plus grand que le taux moyen de service, ben on a un problème. Autrement dit, on reçoit plus de tâches que ce qu'on est capable de traiter. Donc, ça va être un problème. Et si on a plusieurs serveurs, ben là, on peut quand même se permettre d'en recevoir plus jusqu'à M fois la capacité qu'on est capable de traiter. Si on a 5 serveurs capables de traiter chacun 2 requêtes par seconde, ben on peut recevoir dans notre système 10 requêtes par seconde sans être dépassé par le taux d'arrivée. Évidemment, c'est ça. Donc, si on a un ρ plus grand que 1, c'est probablement déjà mauvais signe. Parce que ça signifie que jamais on va être capable. Notre fil d'attente ne va faire que s'allonger au fil du temps. L'utilisation d'un serveur, ben c'est 1 moins la probabilité que ce serveur-là n'ait rien dans sa file d'attente. Donc, dans ce cas-ci, c'est de dire, ben, si j'ai 80% de chance de ne rien avoir dans ma file d'attente, ça veut dire que 20% du temps, je fais quelque chose, le reste du temps, j'ai rien à faire. Donc, c'est l'utilisation d'un serveur. Le débit ici qu'on calcule finalement à partir de cette probabilité aussi que le serveur ne soit pas utilisé. Et donc ici, lambda, qui est une autre façon finalement d'obtenir lambda, si pour une raison ou une autre, on a ces deux variables-là, mais on n'a pas lambda. Donc c'est en régime permanent, si on sait qu'on traite à une certaine vitesse et que notre serveur est utilisé à ce pourcentage-là, ben on peut déduire finalement quel est le taux d'arrivée qu'on reçoit. Et comme on l'a dit ici, si on a pi0 égale 1, ça veut dire que le serveur est, en fait, fait absolument rien. Donc, on a simplement rien qui se passe. Si on a pi0 égale 0, ça veut dire que le serveur est constamment utilisé et à la limite, on est tout juste à la limite d'une file qui va grossir sans arrêt. Ou est-ce que là, on va avoir une instabilité dans le système? On ne veut pas avoir ça. À cause de ça, ben, on va utiliser ρ dans le domaine entre 0 et 1. C'est important de le mentionner parce que même si là, nous, on comprend qu'un ρ plus grand que 1 veut simplement dire que ça ne fonctionne pas, dans les équations plus tard qu'on va utiliser, si vous mettez un ρ plus grand que 1, vous allez quand même obtenir un résultat. Mais là, vous allez obtenir des résultats qui n'ont pas de sens. Des résultats négatifs, par exemple, d'un temps de traitement négatif, ce qui n'a pas de sens à ce niveau-là, une largeur de fil négative ou fractionnaire, ce qui n'a pas de sens, ben c'est parce que ρ n'a du sens, les équations qu'on va développer ne fonctionnent que sur la supposition que ρ est entre 0 et 1. Donc c'est vraiment important de s'en assurer, sinon vous allez obtenir des résultats mathématiques quand même. Hein, les mathématiques vous laissent faire le calcul néanmoins, mais vous allez obtenir des trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Et donc, ça, juste pour vous montrer un peu graphiquement, des fois pour des gens c'est plus facile de voir à quoi ça ressemble finalement pour un système. Donc, une dynamique de système à file d'attente. Donc, c'est par exemple, on peut avoir ici des événements. Donc, on voit l'arrivée des événements ici A1, A2, A3, A4. Et le départ des événements D1, D2, D3, D4. Donc, pour faire simple, l'événement est arrivé ici et il est ressorti à ce point-ci. Donc, dans ce cas-ci, ça a été le temps de traitement de cet événement-là entre son départ et son arrivée. Sur l'axe vertical, ben c'est la charge finalement du serveur, le nombre de requêtes qu'on a, dont potentiellement ici une requête qui ici va être en attente. Donc on peut voir que l'attente pour l'événement 1 a été de 0 parce que le serveur était déjà prêt à la traiter, mais l'attente pour l'événement 2, lorsque l'événement 2 est arrivé, ben, le serveur traitait encore l'événement 1, donc il y a eu une attente W2 jusqu'à ce que l'événement 1 soit terminé, ou est-ce que là le serveur a pu traiter la deuxième requête. Et après ça, le départ de D2. Donc, le départ de D2 correspond à son arrivée, plus le temps d'attente, plus le temps de traitement, et donc son départ. On a ici un moment où est-ce qu'on a un espace vide. Ben ça, c'est un moment où justement le serveur n'avait rien à faire, parce que entre le moment de départ de la troisième requête et le moment d'arrivée de la quatrième, il y avait un décalage, donc le serveur n'a rien eu à faire ici. Dans ce cas-ci, l'attente aussi pour la quatrième requête a été de 0. Donc, on n'ajoute rien dans cette diapositive-là. C'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, peut-être pour quelqu'un qui voudrait le voir plus graphiquement. Et donc, ici, quelques exemples. Vous pouvez prendre le temps de vous familiariser avec ces variables-là pour vraiment bien comprendre qu'est-ce que chacune représente. Par exemple, le Y qui représentera la différence entre ces deux temps d'arrivée-là.
Et à quoi ça va ressembler? Une autre façon de le montrer, ben, c'est de dire que la tâche 1 arrive à un certain temps et ressort à un autre. La tâche 2 arrive à un autre temps et ici. Et finalement, qu'est-ce que c'est x de t? Ben, c'est un temps en particulier, combien on a de ces rectangles-là superposés. Donc ici, on en a par exemple un seul, ou même ici pour faire plus simple parce qu'il y a plus de place. Ici, on a un seul, alors qu'ici, par exemple, on en a trois. Donc x de t va être 3 ici. Et on peut aussi calculer plusieurs choses, le nombre d'arrivées dans un certain intervalle, le nombre de départs dans un autre intervalle, et la taille de la file au temps t ici. Et aussi, effectivement, le temps total des événements passés dans le système au temps t, c'est simplement l'aire des rectangles qu'on a vu. Vous avez vu justement certains événements, non seulement ils n'arrivent pas au même moment, donc l'axe horizontal c'est le temps, donc ils n'arrivent pas à intervalles réguliers. La différence entre ces deux événements-là est beaucoup plus petite qu'entre ces deux-là ici. Mais en plus, ils sont traités dans un temps différent. Donc, traiter l'événement 1 a pris plus de temps que traiter l'événement 2, par exemple, justement, encore une fois, en suivant notre loi exponentielle. Et une dernière chose ici qui est importante, je ne veux pas aller trop dans les détails mathématiques, mais il y a une loi qu'on appelle la loi de Little qui va nous être bien utile pour la suite. Donc, si on prend les valeurs moyennes de tout ça, donc on dit en moyenne quel a été le temps système par événement. Autrement dit, je veux bien, le temps système de celui-là a été probablement plus long que celui-là et moins long que celui-là, et ainsi de suite, mais en moyenne. Donc, si on prend sur une très longue période et on calcule le temps système moyen, la longueur de la file moyenne, juste pour être clair ici, ce que je veux dire, c'est on peut mesurer x de t à un temps particulier, mais on peut aussi dire en moyenne, pendant 2 heures, quelle a été la longueur de ma file. Ben, c'est ça, x de t moyen. Et le taux d'arrivée moyen également, lambda t. Et donc, avec tout ça, lorsqu'on brasse tout ça, on met ça en régime permanent, au sens où, encore une fois, on s'en fiche de dire, oui, au tout début, j'avais une file de 0. Ça n'a pas d'importance. L'événement 1 ou 2 ou 3 n'a pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est en moyenne, en régime permanent, vers quoi on va arriver. Donc, vers quoi on tend, c'est ce qu'on appelle la loi de Little, c'est-à-dire que le temps d'attente, finalement, est proportionnel au temps de service et au taux d'arrivée. Donc, ça peut sembler une relation qui est assez évidente à faire, mais ça va être quelque chose qui va nous être très important. Donc, le temps d'attente total, en tenant compte l'attente dans la file d'attente, dépend du temps de service, mais aussi du taux d'arrivée. C'est une relation assez simple qu'on va utiliser beaucoup par la suite. Et quand on dit indépendamment du mode d'opération du système, ben, ça ne dépend pas que sa file soit 1, 2 ou 3, ça n'a pas d'importance qu'il soit en train de traiter quelque chose ou non. L'espérance, donc la moyenne du temps de traitement, va toujours être en moyenne reliée au temps système et à lambda qu'on reçoit. Et la même chose ici, donc on peut faire la même chose pour la taille moyenne de la file d'attente là-dessus, appliquer cette loi de Little-là. Je ne veux pas aller trop dans les détails mathématiques, c'est une loi qui est plus complexe que ça. Dans ce cas-ci, on l'applique simplement pour obtenir ces deux relations-là. Et le nombre de tâches de traitement en cours de traitement par les serveurs en moyenne. Donc, je sais que cette partie était plutôt très théorique. On n'a pas encore vu d'exemple de comment l'appliquer. On a simplement défini toute une myriade de variables. Mais on va le voir dans la prochaine section. Ça va nous être bien utile pour là, réellement appliquer ça et obtenir des réponses à certaines des questions qu'on se posait au début du module. Donc, dans le prochain sous-module, on va s'intéresser à la caractérisation d'un système relativement simple. Donc, une file de longueur infinie, elle n'est pas mentionnée, et une seule unité de traitement, un seul serveur, avec des distributions markoviennes en entrée et en sortie.